Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de la Keta. Avant toute chose, pendant toute la durée de la vidéo, j'utiliserai des termes comme Keta ou Ke au lieu du nom complet de la molécule, dans le but d'être moins repérable par le bot YouTube. Cette molécule gagne de plus en plus en popularité depuis quelques années, au point qu'on en retrouve de nos jours dans énormément de soirées. L'importance de la place que cette molécule occupe dans le milieu de la teuf et de la free party est franchement impressionnante. Il est rare de pouvoir aller en teuf sans entendre « Elle est où la Ke ?» Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Commençons par définir ce qu'est la Keta. La Keta est une substance psychoactive qui appartient à la famille des anesthésiques dissociatifs. Elle est principalement utilisée dans la médecine humaine et vétérinaire pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques. On parle donc d'une molécule qui est à la base utilisée dans le milieu médical. Elle peut aussi être utilisée en psychiatrie pour soigner les dépressions résistantes aux traitements classiques. Elle est parfois préférée à la morphine car elle a moins de risque de causer une dépression respiratoire. La kétamine a été développée dans les années 1960 par le laboratoire Parke Davis en tant qu'alternative au PCP, la phencyclidine, qui est un autre dissociatif anesthésique synthétisé dans les années 50. Le PCP s'est révélé imprévisible et dangereux, provoquant des effets secondaires graves comme des épisodes psychotiques, une agitation extrême et une perte de contrôle. Face à ces problèmes, les chercheurs ont cherché une molécule aux propriétés similaires mais avec un meilleur profil de sécurité. C'est ainsi qu'ils ont découvert la Keta, qui se distingue par son action plus courte et ses effets moins intenses. Vous avez bien entendu, contrairement à ce qu'on entend tout le temps, ce n'est pas juste un anesthésique pour chevaux. Elle a bien été inventée à la base pour un usage sur les humains, et elle a par la suite été utilisée sur d'autres animaux. Cependant, dès les années 70, ses propriétés dissociatives vont attirer l'attention en dehors du cadre médical, notamment dans des contextes festifs ou dans les free parties, où elle est devenue populaire pour ses effets de déconnexion de la réalité et de distorsion sensorielle. Pour cette raison, la Ke sera classée comme stupéfiant en France en 1997. Depuis cette date, sa consommation, son achat ainsi que sa vente sans autorisation sont punis par de lourdes peines légales. Elle est considérée comme un médicament dans le milieu hospitalier, mais comme un stupéfiant en dehors de celui-ci. Dans le milieu hospitalier, elle se présente sous la forme d'un liquide transparent qui sera injecté. En général, dans les milieux festifs et en dehors des hôpitaux, elle se présente sous la forme d'une poudre blanche cristalline qui sera sniffée. Dans un contexte récréatif, il est très rare de vouloir consommer la Ke en injection. La pratique est ultra dangereuse, les effets sont extrêmement intenses, mais ils arrivent tellement vite qu'il n'est pas rare de s'endormir avec l'aiguille dans le bras et de se faire vraiment mal. En ce qui concerne l'ingestion, avaler la Ke est très peu efficace car une trop faible partie de la molécule sera absorbée par l'organisme. Aucune de ces deux méthodes n'est vraiment viable et leurs risques sont beaucoup trop importants. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent l'inhalation nasale. Avant de parler de ses effets, faisons un petit point chimie. Il existe deux énantiomères de la Keta, c'est-à-dire deux versions de la molécule qui sont extrêmement proches mais sans être les mêmes pour autant. Dans notre cas, on a la S-kétamine et la R-kétamine. Il semblerait que l'énantiomère S ait des effets plus dissociatifs et hallucinogènes, tandis que l'énantiomère R serait mieux adapté pour certains usages cliniques. Il est important cependant de comprendre qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas, on ne retrouve sur le marché noir que le mélange racémique, c'est-à-dire un produit contenant un mix 50-50 des deux énantiomères. Lorsqu'elle est consommée par insufflation, les effets de la Keta mettent de 5 à 15 minutes à monter. On va parler de trois principales classes d'effets. Les effets physiques, les effets cognitifs, puis on finira par les effets hallucinogènes. Pendant les 2 heures qui suivent la prise, l'usager va se sentir très fortement anesthésié, très fatigué comme sur un nuage. On n'a pas forcément sommeil, mais on plane dans un état de demi-réveil. Il devient difficile de se contrôler et de contrôler ses mouvements. On est désorienté, la motricité fine est supprimée. Il devient de plus en plus difficile avec la dose de sentir le contact des vêtements sur sa peau ou le fauteuil sur lequel on est assis. Tout semble très cotonneux. Toutes les douleurs et anxiétés ressenties disparaissent et peuvent laisser place à une sorte d'euphorie physique, où certaines personnes prennent plaisir à ne plus sentir le corps dans lequel ils devraient être. Pour d'autres personnes cependant, cette sensation dissociative est affreuse voire terrifiante et causera une expérience particulièrement désagréable. Des sensations étranges peuvent apparaître dans le corps et il est possible d'avoir l'impression de s'enfoncer à l'infini dans le matelas ou que notre corps se déforme.
C'est vraiment la sensation d'être étiré et transporté dans des directions inexplicables, mais agréables et oniriques. Il n'est pas rare d'avoir l'impression que la gravité change de sens, et de se sentir d'un coup attiré par les murs ou le plafond. On peut avoir l'impression que nos membres n'ont pas du tout la forme et la position qu'ils devraient, et on devient vraiment très confus. Le consommateur est généralement assez désinhibé, d'une façon comparable à l'alcool. Sauf évidemment s'il en consomme trop, auquel cas il sera tellement anesthésié qu'il voudra rester assis sans parler. Les sensations de déjà-vu sont très communes, et la pensée devient moins linéaire, plus créative et exploratrice sans être cohérente pour autant. On peut imaginer que la pensée est comparable à celle que l'on a dans un rêve. Très convaincant, très immersif et très réaliste, mais globalement dénué de sens. D'ailleurs, tout devient très immersif. Malgré qu'il soit quasiment impossible de se concentrer sur une tâche, n'importe quelle activité devient comme un objectif super important. Tout devient très intense mais très lent, et tout particulièrement la musique. Pour certains, c'est comme l'impression d'entendre d'une manière nouvelle. Beaucoup de gens deviennent très facilement très introspectifs et passent leur temps à rêvasser. Le temps de réaction est énormément augmenté et les réflexes sont très atténués et délayés. La pensée est très lente et le temps lui-même semble se déformer aux extrêmes. Il peut être très rapide comme très lent et ça peut varier très intensément. La mémoire est aussi impactée négativement et il peut être difficile de se souvenir de ce qu'on a vécu. La quai cause des hallucinations qui sont totalement incomparables à celles procurées par les psychédéliques. Auditivement déjà, tout paraît lointain et a comme un écho. L'ouïe est moins fine et on entend beaucoup moins bien. Visuellement, il est commun que la vision se dédouble, comme quand on louche. Il faut alors fermer un œil pour lire un message sur son téléphone par exemple. La vision est trouble et peu précise, comme lorsqu'on est ivre mais en encore plus intense. Les perspectives sont brouillées, difficile de dire si un objet se trouve à 2 mètres ou à 10 mètres. Il est possible d'observer quelques légers mouvements et déformations visuelles. À des doses plus hautes, lorsque l'usager ferme les yeux, il est possible de voir des motifs et des formes géométriques. Elles sont généralement assez angulaires, se déplacent et s'emboîtent en 3 dimensions. Le tout semble généralement peu lumineux et peu éclairé par rapport aux psychédéliques. Les motifs de la quai sont moins kaléidoscopiques et moins rapides. Ils sont tout aussi immersifs, mais en un peu moins intenses. La quai est aussi très dissociative. On ressent vraiment une séparation du corps et de l'esprit. Ces 2 entités sont vraiment ressenties comme séparées et indépendantes. Le corps et l'esprit s'éloignent de plus en plus avec la dose, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le keyhole. Le keyhole désigne un état de dissociation extrême provoqué par une forte dose de kéta. Lorsqu'une personne entre dans cet état, elle peut comme perdre conscience et ressentir une déconnexion totale entre son corps et son esprit, accompagnée de distorsions intenses des perceptions sensorielles et spatiales. Certains le comparent à une expérience proche de la mort ou à une plongée dans un vide infini, ce qui peut être terrifiant pour les usagers non préparés. Bien que recherché par certains pour son aspect expérimental ou introspectif, le keyhole peut aussi provoquer des sentiments de panique, d'impuissance ou de confusion profonde. Dans cet état, la personne est généralement incapable de bouger, de parler ou d'interagir avec son environnement, ce qui la rend vulnérable aux accidents et aux agressions. En fait, les risques liés à la conso de kéta sont vraiment nombreux. À court terme, il est possible d'être confus et de se blesser sans être capable de le ressentir. Pour ceux qui poussent un peu la dose, il est possible de se mettre à tituber, parfois tomber. Il y a de multiples rapports d'expérience de gens qui se cassent quelque chose sans s'en rendre compte et qui regrettent le lendemain au réveil quand c'est trop tard. À moyen-long terme, les troubles urinaires graves arrivent. Les consommateurs réguliers se retrouvent avec des cystites et des lésions irréversibles à la vessie et aux reins. Des problèmes de mémoire immédiate ainsi que de mémoire à long terme apparaissent aussi. La tolérance explose très vite, donc on a besoin d'en consommer des doses de plus en plus importantes, et on finit par développer une dépendance psychologique à la substance. Même si le profil à risque de la quai semble être moins élevé que d'autres stupéfiants plus communs, le risque d'addiction reste très réel. Comme vous l'avez entendu, la quai peut être un produit très dangereux aux conséquences désastreuses. Je n'invite donc évidemment personne à en consommer. En plus d'être illégal, c'est extrêmement risqué pour vous et je ne le recommande pas du tout. Mais il y aura toujours des gens qui veulent malgré tous ces risques se mettre en danger. Il est donc nécessaire de dire comment limiter les risques liés à l'usage de cette substance. Dans un premier temps, il faut écraser les cristaux le plus finement possible et faire de toutes petites lignes pour préserver les narines. Un peu de temps après le sniff, vous allez sentir ce qu'on appelle la goutte. Une goutte de morve infusée à la quai qui va tomber sur votre langue et aura un goût chimique absolument abominable. Il est généralement recommandé de cracher cette goutte. Il est recommandé de rester assis ou allongé, ou en tout cas de limiter l'activité physique parce que le risque de blessure par chute est important. Si vous pensiez avoir un rapport intime avec quelqu'un, sachez que c'est un anesthésiant, donc les sensations seront réduites et modifiées. C'est pas vraiment un produit aphrodisiaque, mais si ça arrive, n'oubliez pas de vous protéger pour limiter la transmission de MST.
En parlant de MST, ne partagez jamais votre paille, parce que certaines MST se transmettent comme ça. Évitez aussi au maximum de réutiliser une paille. Pensez à vous rincer les narines avec du sérum Phi que vous laissez couler puis recracher par la bouche. Ça évitera que les dépôts restent trop longtemps et abîment vos narines encore plus. Évidemment, je devrais pas avoir à le dire, ne prenez surtout pas le volant sous l'influence de la Keta. Les risques d'accident sont immenses et c'est irresponsable au possible. Évitez les mélanges entre la Keta et d'autres produits. Les résultats de mélange sont souvent imprévisibles et dangereux. Le mélange avec d'autres dépresseurs comme l'alcool ou les benzodiazépines ou les opioïdes sont à oublier complètement. Ils causent rapidement une dépression respiratoire et un arrêt cardiaque. C'est extrêmement dangereux et à ne surtout pas faire. De l'autre côté, le mélange de quai et de stimulants cause généralement une tachycardie et de l'hypertension. Il est commun dans ce cas de sentir son cœur tambouriner et ça peut être très désagréable, voire assez anxiogène. N'oubliez pas que la majorité des mélanges sont bien plus dangereux que les produits consommés séparément. Espacez vos prises au maximum. La tolérance à la quai augmente rapidement et elle reste présente très longtemps. Il va rapidement falloir augmenter les doses et les risques par la même occasion. Essayez vraiment tant que possible de minimiser la fréquence de vos consommations. Si vous avez encore des questions sur la quai ou sur tout autre produit, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Deltaplan. C'est le plus grand serveur Discord de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Le produit dont j'ai parlé est illégal et dangereux. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de ne pas vous mettre en danger. Je ne pourrai pas être tenu responsable de vos actes. Merci à tous d'avoir regardé. Trip safe!